et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire à quel point je suis heureux d'être ici parmi vous. Pour moi, c'est un très grand honneur, mais aussi un très grand bonheur de retrouver les bancs de la faculté de droit de l'Université de Béjaïa, que je tiens à féliciter d'ailleurs pour le choix du thème qui est très très important, et puis de la qualité des communications retenues que j'ai suivies avec beaucoup d'intérêt. Monsieur le Président ne vous a pas annoncé l'intitulé de ma communication qui va porter sur l'arbitrage et les parties faibles, et je vais prendre comme exemple le consommateur. Depuis hier, on parle des gros contrats, des contrats pétroliers, gaziers, des contrats d'investissement. On a oublié le petit consommateur que nous sommes tous un jour ou un moment on le sent. Et comme disait un auteur, la puissance du fort me pousse toujours à me mettre du côté du plus faible. Donc, si on parle de l'arbitrage et de la partie faible, première vue, ce sont deux notions qui pourraient paraître étranges d'associer. On parle de l'arbitrage qui est le territoire juridique des forts, des puissants, des riches, et on parle de l'arbitrage comme territoire gouverné par un roi qui s'appelle liberté, balayé par les vents de l'autonomie, de l'efficacité, de l'indépendance. Et de l'autre côté, on parle de la partie faible qui est à la recherche de terres protectrices où l'encadrement prend la place de cette liberté. Donc, une partie faible, par définition, ce n'est pas une définition juridique que je vais donner, parce que c'est une notion qui n'est pas tout à fait juridique. C'est une partie faible qui a une faiblesse soit inhérente à elle-même, donc en termes techniques, en termes de ressources, en termes de connaissances, ou bien une faiblesse relative par rapport à la partie qui est en face d'elle. Donc un consommateur pourrait maîtriser toutes les lois de l'Algérie, mais en face d'un professionnel, il est considéré comme une partie faible parce que le professionnel est plus fort que lui sur plusieurs plans. Et on pourrait, nous tous, se retrouver lors d'un contrat de consommation, on peut acheter un téléphone portable, un abonnement Internet, et dans le contrat d'achat, il y a une clause d'arbitrage, et on pourrait se retrouver dans une telle situation où on est obligé d'aller vers un arbitrage. D'aller, c'est entre guillemets, on n'est pas sûr qu'on est obligé d'y aller. Et pour dire en fait que, pour reprendre l'intitulé du colloque, les modes alternatifs de règlement des litiges, réalité et défi. Donc l'arbitrage a été présenté comme mode alternatif du règlement des litiges. D'ailleurs, la définition, ce qui distingue ce mode, c'est que c'est un mode juridictionnel extrajudiciaire, et l'arbitrage comme mode alternatif, comme ma collègue l'a souligné ce matin, on fait recours à des modes alternatifs parce qu'on n'est pas content des modes existants. Est-ce que ce mode qui est l'arbitrage pourrait être un bon mode alternatif pour un petit litige opposant un consommateur à un professionnel? Donc ma problématique tourne autour de la question: est-ce que l'arbitrage constitue un mode de règlement des litiges possible, sinon opportun, pour les petits litiges opposant un consommateur à un travailleur, à un professionnel? Et j'ai parlé des travailleurs, c'est un lapsus parce que je comptais faire une petite comparaison entre le travailleur et le consommateur en termes de protection que leur accorde la loi. Et j'ai structuré ma communication autour de deux points: de la possibilité de l'arbitrage pour un consommateur, et le deuxième point va traiter de l'opportunité de l'arbitrage pour un consommateur. Pour reprendre l'expression du professeur Motulski qui disait que l'arbitrage suppose un certain équilibre, et partout où cet équilibre est rompu, l'arbitrage s'asphyxie. Donc, par définition, l'arbitrage, qui est le mode normal du règlement des litiges du commerce international, a été inventé par les commerçants pour les besoins du commerce international. Et on s'y est retrouvé dans une approche extensive et favorable à ce mode de règlement des litiges, à étendre ce mode de règlement des litiges à tous les conflits et les différends opposant toute personne à une autre. Et de ce fait, justement, on a parlé ce matin de la loi sur l'investissement pour attirer plus d'investisseurs
on est obligé d'afficher notre faveur à l'arbitrage comme mode de règlement des litiges, parce que tout simplement les investisseurs font ce qu'on appelle le low shopping. Donc comme nous, pour aller dans les magasins pour faire du shopping, pour acheter des vêtements, les investisseurs font les magasins des lois pour chercher les lois les plus favorables et les plus sécurisantes de leur investissement. Et c'est pour ça les États ils sont obligés en quelque sorte de rassurer ces investisseurs en leur disant venez chez nous, on va vous garantir que vos problèmes vont être traités par la juridiction que vous choisirez après, une fois le litige né, ou au préalable, même avant la naissance de quelconque litige, par le biais d'une clause compromissoire. Donc pour le consommateur, et la question de la légitimité, la possibilité pour un consommateur de recourir à l'arbitrage, on va peut-être distinguer ici un dualisme du droit français et aussi du droit algérien, puisqu'on a copié un certain nombre, très important d'ailleurs, des règles régissant le droit de l'arbitrage français en Algérie, qui distingue entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Donc pour l'arbitrage interne, il y a cette notion d'ordre public et l'ordre public de protection qui protège ces parties faibles par rapport aux parties fortes avec qui elles pourraient conclure des contrats. Et cette notion d'ordre public rend leurs droits provisoirement indisponibles. Et c'est pour ça d'ailleurs notre code de procédure civile et administrative dispose qu'on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition qui sont disponibles. Et pourquoi en fait le législateur protège ces parties faibles en rendant leurs droits provisoirement indisponibles pour que ces parties faibles, dans le cas que je cite, c'est le consommateur, pour qu'il ne renonce pas au préalable de cette protection que lui confère la loi. Une fois, au moment de la conclusion du contrat de consommation, la loi ne permet pas au consommateur, je parle du droit interne, de renoncer à la protection que lui offre cette législation, ce droit interne, en contractant un contrat de consommation comportant une clause compromissoire. Donc, au niveau de la clause compromissoire, ça a été jugé par plusieurs tribunaux et c'est une constante de la jurisprudence française qu'on ne peut compromettre dans le cadre d'un contrat de consommation interne pour dire qu'on va recourir à l'arbitrage préalablement à la naissance du litige dans le cadre d'un contrat de consommation. Ça d'un côté, donc la législation rend ces droits provisoirement indisponibles et de l'autre côté, la législation considère un certain nombre de clauses comme clauses abusives. Et d'ailleurs, les clauses d'élection de juridiction sont des clauses potentiellement abusives. Une clause compromissoire pourrait être considérée comme une clause abusive si elle empêche le consommateur de recourir à la justice que lui détermine la loi. Donc, si on oblige un consommateur de recourir à l'arbitrage comme seul et unique mode de règlement des litiges, cette clause est considérée comme clause abusive et elle est réputée non écrite. Ça, au niveau du droit interne. Même le droit français, il a une disposition qui réserve d'ailleurs l'arbitrage aux seules parties qui concluent un contrat à raison d'une activité professionnelle. Et du coup, il subordonne en fait la conclusion de clauses compromissoires et leur validité à l'existence d'une activité professionnelle pour laquelle le contrat a été conclu. Donc, de ce fait, seuls les contrats conclus entre professionnels pourrait contenir une clause compromissoire. On passe au deuxième mode possible pour contracter un arbitrage, pour convenir de recourir à l'arbitrage, qui est le compromis. Donc, on a vu que le législateur a interdit la clause compromissoire pour protéger cette partie faible, mais on ne l'a pas interdit de façon définitive, dans la mesure où il permet de conclure des compromis d'arbitrage une fois le litige né. Pourquoi? Parce que les droits deviennent disponibles, on est en face d'un problème et les besoins de protection auraient disparu parce que à ce moment-là, le consommateur serait accompagné, conseillé par un avocat, par un juriste qui va lui expliquer les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients d'une telle procédure et de ce fait, il pourra, en connaissance de cause et en position de force, parce qu'il n'est pas obligé de signer ce compromis, d'aller vers un arbitrage où le consentement serait à 100% valable. Donc, on voit que cette
arbitrabilité ou inarbitrabilité est relative et elle est temporelle. Donc 2 minutes. Voilà. Ça, c'est au niveau interne. Au niveau international, le principe de l'autonomie, la validité de la clause compromissoire et de l'application du principe compétence-compétence font que ces interdictions d'ordre interne ne seraient pas applicables au niveau international. Et du coup, le consommateur, dans le cadre d'un contrat international de consommation, s'il souscrit à un contrat comportant une clause compromissoire, sera obligé de mettre en œuvre cette clause compromissoire. Et là, la contradiction, le paradoxe, c'est que c'est dans la sphère internationale que le consommateur a plus besoin d'être protégé et la loi dispose autrement. Donc la loi le protège plus au niveau interne et le libère de ses protections, enfin, elle lève ses protections au niveau international, alors que c'est au niveau international que le consommateur a besoin d'être protégé. Ça, c'est pour la partie possibilité de recourir à l'arbitrage. En ce qui concerne l'opportunité de recourir à l'arbitrage, comme disait un auteur, le jeu n'en veut pas la chandelle. Donc, pour un petit litige, on débourse des sommes colossales parce qu'on connaît que l'arbitrage est un territoire dont l'accès est payant aussi. Et il est très onéreux et à le risque de délocalisation. Donc, pour permettre à un consommateur de payer vraiment la facture de l'arbitrage pour un petit litige, moi, je pense que c'est anti-économique. Et de ce fait, d'ailleurs, si on regarde la disposition dont on a parlé tout à l'heure du droit français, qui interdit la clause compromissoire que si elle a été conclue en raison d'une activité professionnelle, voilà, que 2 consommateurs ne pourront jamais conclure une clause clause compromissoire plutôt, et de ce fait, ce n'est pas vraiment le déséquilibre qui interdit la clause compromissoire, mais c'est plutôt l'inadéquation de ce type de règlement des litiges au petit litige opposant un consommateur à un professionnel. Et il y a un autre point aussi qui pourrait être considéré comme un déni de justice économique. Si le consommateur ne pourrait pas payer le prix de l'arbitrage, il n'aura pas accès à la justice, qui est contraire aux droits de l'homme, qui est la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, qui donne à tout citoyen le droit à un procès équitable. Et je vais abréger. Pour terminer, en fait, peut-être ce que j'ai exposé pourrait être interprété comme défavorable à l'arbitrage, mais l'arbitrage traditionnel tel qu'il a été présenté n'est peut-être pas opportun, n'est peut-être pas convenable à un petit litige, mais on pourrait imaginer et concevoir des arbitrages adéquats et convenables au petit litige, tels que l'arbitrage électronique et l'arbitrage forcé. Justement, c'est un type d'arbitrage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui pourrait être tout à fait convenable. Comment je vous laisse me poser la question. Et merci beaucoup. Merci. شكرا زميلي الفاضل.